Ce soir, Jean Elmouhoub Amrouche sera notre compagnon. Ce poète, écrivain et homme de radio est un berbère d'origine chrétienne. Issu d'une famille modeste, il deviendra normalien et développera en France de nombreuses activités. Il est entré dans l'histoire de la radio par des entretiens au long cours avec Paul Claudel, André Gide, Jean Giono, Giuseppe Ungaretti ou François Mauriac. Aux éditions Charlot, il a publié dès 1944 Georges Bernanos, Henri Bosco, Arthur Adamoff, Alberto Moravia, Gertrude Stein. Cependant, en 1957, il écrit à Jeanine Falcourt-Ivoire « Je me bats pour qu'on reconnaisse une patrie aux Algériens. Et de cette patrie, je suis moi-même exclu, ne me reconnaissant d'autre patrie que le verbe incarné dans le langage français, où néanmoins je me sens exilé. » En sont issus des recueils de poèmes comme Cendre, Étoile secrète ou Chant berbère de Kabylie, mais aussi un journal, un essai, L'éternel Jugurtha, et des correspondances notamment avec André Gide et Jules Roy. Fanny Jaffray signe avec Pascal Rayet Une vie, une œuvre, Jean Amrouche, Cet inconnu. Je suis d'origine kabyle, je suis de père et mère kabyle, c'est-à-dire berbère. Je suis né il y a une 50aine d'années dans la vallée de la Soumam, de père et mère chrétiens. Mon père et ma mère sont les seuls chrétiens dans une famille très étendue qui est demeurée une famille musulmane. Et j'ai donc vécu dans une double ambiance, celle de ma famille la plus proche, catholique, religion dans laquelle j'ai été élevé, et celle de ma famille, au sens extensif du mot, musulmane. C'est un de ses premiers passeports, sinon le premier. Pierre Amrouche. Alors en fait, il n'a qu'un prénom, je parle au sens de l'état civil, c'est Mayhoub, qui peut s'écrire aussi Elmouhoub. C'est son prénom de l'état civil kabyle, puisque lorsqu'il naît en 1906, il est sous le statut de l'indigénat. Il n'est pas citoyen français, il est sujet français, comme mon grand-père Belkacem et ma grand-mère Fadma. Donc ils n'ont pas le droit à l'époque, bien qu'ils soient tous deux chrétiens, convertis, ils n'ont pas le droit de donner des prénoms chrétiens à leurs enfants, du moins ne peuvent-ils pas les officialiser. On ne voulait pas que des indigènes puissent passer pour des juifs naturalisés français, ou pour des Méditerranéens français d'Algérie. Donc son prénom c'est Mayhoub. Maintenant son prénom de baptême, Jean, sera très vite accolé à ce prénom kabyle et utilisé jusqu'à disparaître de la plupart des documents. Mais jusqu'à sa mort, c'est son prénom et il le revendique comme tel très souvent. Mais en même temps, il revendique son prénom chrétien puisqu'il est chrétien et qu'il est même religieux. Il croit, il a la foi. En tant que kabyle, Jean Amrouche se dit habité par l'esprit d'enfance qui se définit selon lui par un double attachement à la terre natale et à la mer. Il écrit « Nous portons en nous, avec la joie d'être vivants, de nous sentir animalement existants, l'amer regret du non-être. La mère qui nous a nourris de sa chair, la terre maternelle qui nous recevra, sont les corps qui nous rattachent au non-être, ou si l'on veut, à l'origine ineffable, au tout dont nous nous sentons cruellement séparés. » Toute sa vie, Jean Amrouche verra dans la figure maternelle la poésie même, qui est tout à la fois, selon lui, regret de l'enfance et regret du pays perdu. Sa mère, Fadma Haït Mansour, est une femme exceptionnelle, dont l'existence a été dès l'origine sous le signe d'un destin singulier, comme nous le raconte Tassadit Yassine. Bien, Fadma Haït Mansour, c'était une
une femme de Kabylie, qui a une histoire particulière. Cette histoire particulière, c'est que c'était, enfin, comme on disait alors, je mets des guillemets, une enfant naturelle. Alors, on peut imaginer ce qu'est une enfant naturelle dans un village kabyle. Eh bien, donc, si vous voulez, cette trajectoire un peu qui sort de l'ordinaire par rapport à une société kabyle, paysanne, colonisée, eh bien, va faire tout de suite de cette petite fille une marginale. Et c'est de là, si vous voulez, impossible, si Fatma n'avait pas rencontré son mari Belkacem, le père de Jean Amrouche, eh bien, peut-être qu'elle n'aurait jamais pu se marier. Donc, ce Belkacem, lui, va se convertir à l'âge de 16 ans, il vient d'une autre région, et il travaille aussi comme garçon à des menus travaux chez les Pères Blancs, et ce sont les Pères Blancs qui vont organiser leur mariage, et donc Fatma va se convertir pour la nécessité du mariage. Donc le jour de son mariage, elle devient chrétienne pour les besoins de la cause, enfin pour sauver sa vie. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce visage extraordinaire de Fatma. Elle va avoir plusieurs enfants, dont Jean Amrouche, sa fille, enfin que l'on connaît parce que ça a été une très grande cantatrice, Taos Amrouche, va avoir quand même une vie très 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 singulière, beaucoup d'enfants, elle va en perdre un certain nombre. Mais elle est à la fois kabyle, en même temps, c'est quelqu'un qui savait lire et écrire, elle adorait la poésie française, elle va élever ses enfants dans une double culture. La culture française d'un côté et un enracinement extrêmement puissant dans la culture kabyle. Je sais qu'à l'âge de 18 ans, quand il est revenu de Saint-Cloud, il avait attrapé froid, il avait de la fièvre. Alors, il était venu dans ma chambre et puis il m'a dit « Maman, chante-moi comme quand tu étais petit. » Et je lui ai chanté. Que dirais-je de cette enfance ? Beaucoup de choses, sans doute, qu'il n'est pas possible d'exprimer ici au micro et sous cette forme tout à fait improvisée. Je voudrais dire seulement que elle s'est déroulée sur deux plans. Un plan purement imaginatif, presque mythologique. J'étais, comment dirais-je, comme engoncé dans une sorte de chape, de rêve, de mythe, d'histoire, celle que me racontait particulièrement mon grand-oncle. Il y avait quelque chose de fabuleux dans ces récits. Et puis, la partie proprement réelle. J'étais un petit écolier chétif, j'étais aussi enfant de chœur, ayant été baptisé à l'âge de 2 jours, tandis que la majeure partie de ma famille est musulmane. Pour moi, c'était avant tout mon père, un papa, dirait-on. C'était un homme extrêmement attentif à ce que faisaient ses enfants, à ce que faisait la jeunesse en général d'ailleurs. Et il était tendre, il était câlin. On marchait main dans la main dans les bois ou dans la rue. Et il aimait chanter, il aimait rire, il aimait plaisanter. Tout ça, c'était des moments de détente. Il avait une présence physique très forte, il avait un physique imposant. Et des traits purs comme on en rencontre en Algérie. Et en même temps, je crois qu'il mettait autant de soin à exprimer sa pensée par le verbe en français qu'il mettait de soin à se mettre en valeur, à montrer son élégance. Les deux conjugués avaient certainement le don d'exaspérer beaucoup de gens et surtout d'exaspérer les colons et tous les petits blancs qui disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce métèque qui veut nous donner des leçons aussi bien dans le port du tweed et de la cravate que dans l'usage de l'imparfait du subjonctif ». Il avait un usage de la langue française qui était parfait. Oui, il maniait un français, il parlait un français que seuls les étrangers peuvent parler. Les Français ne pratiquent pas cette perfection du français en utilisant toutes les possibilités du vocabulaire, de la syntaxe. Ils en sont bien incapables et aujourd'hui encore plus qu'hier où pourtant les gens parlaient mieux. Donc lui, il met un point d'honneur à être le meilleur. Et ça aussi, ça agace.
Pour les musulmans, arabes ou berbères, c'est une famille de mtournis, c'est-à-dire de renégats. Et pour les Européens d'Algérie, ce sont de faux Français, des Français de seconde zone, qui seront toujours suspects de pouvoir se retourner contre la France et d'avoir d'autres intérêts que ceux de la France. Donc c'est une position extrêmement inconfortable, dont il ne tirera que des problèmes, que des malentendus toute sa vie. Dès l'école normale de Tulis, où il est entré à 15 ans, Réjeanne Lebeau. Jean Amrouche, pauvre, il faut insister toute sa vie là-dessus, lisait la nouvelle revue française, lisait Jacques Rivière, lisait des poèmes qui sont devenus ses intercesseurs et son panthéon. La poésie, c'était tout pour lui. Et là, il va faire des rencontres déterminantes, des amitiés qui vont le marquer toute sa vie. Oui, il rencontre un arabe tunisien qui s'appelle Mohamed Regui, qui sera vraiment son compagnon et dont il deviendra le mentor. Regui est fasciné par la personnalité de Jean Amrouche, fasciné à tel point qu'il finira lui-même par se convertir au christianisme. Donc c'est son correspondant, ils échangent des lettres très souvent, ils parlent de religion, mais ils parlent de sexe aussi, ils ont parfois des échanges assez crus. Ce sont deux jeunes gens engagés dans leur temps et qui rêvent à l'Amérique et qui rêvent, comme tous les jeunes gens rêvent, voilà. Mais Amrouche a certainement un ascendant sur lui. Et quand il est revenu à Sousse, il a eu la chance de connaître, d'être nommé dans un collège ou un lycée, je ne sais pas, où se trouvait Armand Guimer, passionné comme lui de poésie, et ils ont pu échanger leurs idées sur la poésie, et ils se promettaient tous les deux de publier et d'écrire en poésie. La poésie était pour lui une réalisation. Je pense qu'il a envie de composer une grande œuvre. Il se sent investi d'une mission et il se sent aussi déjà responsable de la culture berbère. Et il veut la faire briller. Il rencontre d'autres personnes à Tunis. Il y a Armand Guibert, bien sûr, qui sera son éditeur. Il rencontre tous les intellectuels qui passent à Tunis, viennent les voir. Aussi bien des gens aussi curieux que Robert Brasillac, qui rencontre les jeunes poètes tunisiens, dont Jean Amrouche, il le cite dans notre avant-guerre. Donc c'est très éclectique. Il a pas, à cette époque-là, il n'a pas un engagement politique, il a un engagement littéraire. Adieu tous mes amis vivants. Il n'est pas de minute qui ne m'aspire loin de vous. Celui que vous avez connu au temps de l'amour se défait comme la vague meurt au rivage désert. Aussi longtemps que plonge le regard dans l'espace indolore, aussi loin qu'il s'élance sur les dunes de sable, il ne voit que la nuit dans un jour qui s'éteint. La nuit, la mort, en chaque instant donné, et la vie toute pareille. Celui que vous avez aimé au jour vermeil, quand le soleil dansait sur les plages, celui-là même qui vous offrait son âme en un grand geste d'amour, s'effrite, chaud dilué au temps inexorable. Adieu vous tous, enfants de mon âme violente. Je sais trop aujourd'hui que vous n'existiez pas. Mirage et tourbillon céleste au creux de mes entrailles, vous fûtes un seul jour de gloire, rayonnantes écailles tombées, dissoutes, quand l'air cessa d'abreuver les chimères qui fondirent. Neige splendide réduite à la boue uniforme de l'absence. 8 novembre 1930. Ce recueil
exprime la déréliction, le malheur, la solitude. La solitude, c'est ce qui domine en tout, qu'il vivait en tant que jeune homme et que vivent peut-être beaucoup d'autres adolescents, mais lui, ses conditions de vie expliquent ça. Algérien en Tunisie et au milieu de Français. Et ensuite, Étoile secrète, en 1937, il se retournait, il est chrétien et profondément un esprit religieux. Par le hasard de l'histoire, il a été baptisé à 2 jours, ses parents avaient été baptisés, c'est les problèmes du colonialisme qui expliquent cela. Il s'est retourné vers une poésie spirituelle, il était très pratiquant. Quand il était, par exemple, à Versailles pendant sa préparation à l'école normale de Saint-Cloud, il allait à la messe le matin, il allait faire des retraites à Gentilly, donc très profondément religieux, et il a cru que cette poésie spirituelle tournée vers le religieux était son expression. Alors, ces 2 recueils-là marquent une évolution, un tournant, parce que il se rend compte que ses ambitions, exprimer l'amour, mon œuvre, ça sera l'amour. D'autre part, exprimer l'Afrique. Si je chante un jour ton poème Afrique, il ne l'a jamais composé. Et le tournant, ça a été le hasard de la radio. Alors je crois que pour connaître Jean Amrouche, tout son itinéraire, c'est très important. Dès ses débuts, il y a les 2 choses. Il est poète peut-être, mais comme certains poètes, comme Victor Hugo ou René Char, vous voyez. Et les 2 sont parallèles et conjoints. Il y avait une dédicace au début du recueil Cendres. Il était écrit « À ma mère, ce grand poète qui a eu la sagesse de ne pas écrire ». Pourquoi cette idée que est poète celui qui n'écrit pas ? Oui, je crois qu'il a voulu surtout privilégier l'expression orale, qui était l'expression de sa mère, mais aussi de sa terre d'origine, de son peuple d'origine. Beïda Chiri. Et l'expression orale, c'était peut-être ce qu'il avait envie de mettre en évidence dans son travail. L'oralité a résisté malgré tout. La langue berbère a résisté à toutes les civilisations de l'écriture. Et donc l'oralité, c'est aussi une manière de résister. C'est une voix forte qu'on rend de plus en plus performante. Et par conséquent, la poésie, c'était aussi quelque chose qui avait à voir avec la voix, avec l'oralité, avec la musique de la voix. Donc écrire, pour lui, c'était une perte pour la voix. Voilà, autrement dit, pour ce pays intérieur qui était tout en voix, tout en oralité, qu'il avait envie de préserver. Voilà. D'ailleurs, cette dédicace a disparu dans la réédition de Cendres à l'Harmattan en 1983. Pourquoi a-t-elle disparu, cette dédicace ? Bien écoutez, j'ai pas enregistré cette disparition, c'est-à-dire qu'on peut effacer, on est tout à fait dans la démarche de Jean Amrouche, la trace et l'effacement. Vous avez beau effacer, ça reparaît, c'est tout le principe du palimpseste, hein. Donc n'essayez pas de tuer une langue, n'essayez pas de tuer une expression, hein, parce que elle revit. Et je crois que c'est ça qui a été à l'origine de la démarche de Jean Amrouche. Vous voyez, j'avais même pas fait attention à cette disparition, hein. Comme quoi c'est dans la tête, hein, et que au fond on relit toujours de la même façon le recueil, pour peu qu'on l'ait vu la toute première fois. Voilà. Alors moi je ne suis pas dans le secret des éditeurs. Bon, je sais qu'il y a des manipulations quelquefois, puisque l'édition c'est lié à l'écriture et par conséquent voilà. Mais je suis sûre que c'est un travail éditorial qui peut être aussi inconscient. Peut-être l'effacement était inconscient. Toute mon enfance a été en quelque sorte baignée par un double chant. Le plein chant,
que je pratiquais comme enfant de chœur, et puis le chant kabyle, le chant berbère, que j'entendais chanter chez moi, et particulièrement par ma mère. Ces espèces de complaintes, de mélopées, profondément mélancoliques, ces poèmes très nus, et qu'on ne peut pour ainsi dire pas supporter sans la musique qui en est à la fois la chair et l'âme, cette espèce de musique presque déchirante, où la joie même est chantée sur des thèmes qui, à une oreille étrangère, paraissent tristes, c'est cela qui m'a profondément baigné et qui peut-être a fait de moi un poète. Dans la préface au chant berbère de Kabylie, il explique qu'il entre dans la tradition de ses ancêtres et qu'il respecte chez ses ancêtres ce qu'il appelle le don d'Azefrou. Alors qu'est-ce que c'est que le don d'Azefrou? Azefrou, ça veut dire le poème, et Azefrou veut dire, ça vient de frou, ça veut dire délier, dénouer, élucider, rendre clair. Vous voyez, c'est voilà. Donc le poème, c'est quelque chose qu'on peut ne pas comprendre. C'est quelque chose. Les vrais poèmes, les vrais poètes, si vous voulez, eh bien, c'était des initiés. Donc la poésie, c'est comme un peu dans la tradition, je pense dans la tradition latine, ça tient du charme au sens du charme, de l'enchantement, de l'envoûtement. Donc voilà, voilà ce qu'il entendait par Azefrou. Et les chants berbères de Kabylie, c'est aussi une manière d'être en littérature. C'est le traducteur, l'interprète de ce pays intérieur qui est en train de disparaître. Et donc il a fait, comme ont fait ses ancêtres, rattraper ceux qui étaient en train de se perdre. C'est comme ça que vient la traduction des chants. Donc il y a une transcription tout d'abord, puisque c'est une culture orale, et une traduction. Oui, que va reprendre ensuite, que Taos va compléter et chanter. Et chanter sa et sœur l'idée Taos. aussi, excusez-moi, donc c'est toujours dans la même ordre d'idée chez lui, c'est comment montrer que l'Afrique du Nord, si vous voulez, que dans il y avait des talents, il y avait une culture, il y avait une personnalité qu'on ne pouvait écraser. Et donc montrer que ces pièces-là, ça reflétait une identité, une culture. Et il va d'ailleurs, je mets ça entre parenthèses, je le tiens de Mouloud Mamri, il paraît qu'il va montrer ça très jeune à Breton en disant, bon voilà, regardez comment est faite la poésie kabyle. Et Breton aurait trouvé ça extraordinaire, enfin je ne sais pas comment ça va être exploité, mais en tous les cas, sa démarche était celle-là. Il est tellement conscient de la valeur de ce patrimoine, il met ces chants berbères sur le même plan que des textes de Verlaine, de Rimbaud ou des leaders de Schubert. Et il veut même, il l'écrit dans sa préface, dans la préface écrite, là c'est pas à la radio, il fait un appel pour que le musée de l'homme les enregistre. Parce qu'il voit qu'elles sont en passe vraiment d'être perdues. Ce qu'on appelait le folklore, et qui était assez méprisé à ce moment-là, peu de personnes s'y intéressaient encore, donc il fait cet appel. Aux Algériens, on a tout pris, la patrie avec le nom, le langage avec les divines sentences de sagesse qui règlent la marche de l'homme, depuis le berceau jusqu'à la tombe, la terre avec les blés, les sources avec les jardins, le pain de bouche et le pain de l'âme, l'honneur, la grâce de vivre comme enfant de Dieu. On a jeté les Algériens hors de toute patrie humaine, on les a fait orphelins, on les a fait prisonniers d'un présent sans mémoire et sans avenir, les exilant parmi leurs tombes, de la terre des ancêtres et de leur histoire, de leur langage et de leur liberté.
Alors, ce qui était frappant, sans doute, c'était la misère qui régnait en Afrique du Nord, en Algérie en particulier, la misère du peuple. Non pas que les Français d'Algérie aient tous été des gens extrêmement riches et à l'aise financièrement. Pas du tout, c'est une légende. Il y avait aussi un petit peuple pied-noir extrêmement malheureux, et c'est celui dont parle Camus ou Jules Roy. Mais lui, finalement, il ressentait avant tout les malheurs de sa communauté, et que dans les villages de Kabylie, on pouvait mourir de faim sous la colonisation française. Et très vite, il se sent directement concerné, puisque quand il revient pour des vacances en Kabylie, puisque, comme vous le savez, ils habitent en Tunisie depuis 1909, environ 1910, quand il revient, il est confronté à ces problèmes permanents de nourriture. Et encore plus grave, au moment de la guerre, tout le monde est soumis à des restrictions alimentaires, et les indigènes ont 3 fois moins que les citoyens français. Et ça, il le voit, et ça le met en colère en permanence. Je suis profondément français. Et en tant que Français, en tant que citoyen français, c'est mon droit et c'est mon devoir de prendre position sur les problèmes politiques français. Mais je suis en même temps et indivisément algérien, et par conséquent, ma solidarité avec le peuple algérien en lutte pour la conquête de sa liberté et de son indépendance, ma solidarité avec le peuple algérien est une solidarité entière. On peut dire qu'il est engagé politiquement vis-à-vis de l'Algérie. À partir de 1943 à peu près, à partir du discours de Constantine de Gaulle, et à partir de ces années algéroises, où il rencontre de Gaulle plusieurs fois, soit avec André Gide, soit avec Max-Paul Fouché, et où déjà il expose au général de Gaulle le problème des populations indigènes d'Algérie sous la domination coloniale, en lui expliquant que ça ne peut pas durer, qu'il y aura forcément un éclatement, des affrontements, ce que de Gaulle comprend très bien. Il le comprend pour 2 raisons. D'abord sur le plan humain, et aussi sur le plan économique. Il voit très bien qu'une population de 15 millions d'habitants qui fait tant d'enfants par foyer, au bout de quelques années, sera plus que majoritaire sur le territoire de l'Algérie, et que donc la France perdra le contrôle de cette région, et que ça compliquera amplement les choses. Donc de Gaulle a des tas de raisons, a plusieurs raisons de ne pas souhaiter au fond de lui-même que l'Algérie reste attachée à la France. Et en même temps, c'est un humaniste, il voudrait que les Algériens deviennent des citoyens à part entière, donc c'est assez conflictuel et compliqué. Debout, palmiers, dans le vent d'ouest qui vous jette vers l'Orient. Nous avons faim dans la tête, et nous lançons nos mains et nos regards par-dessus la mer étale, aux millions d'écailles d'or, vers un rivage futur, une ligne indécise à contre-jour du soleil levant. Nous avons faim. Pas de blé, pas de chair, pas de fruits. L'eau qui gonfle vos barrages et vos fleuves artificiels, tous vos canaux dans les cotonniers, nous n'en voulons plus. Nous avons faim et soif d'un amour humain. Ne nous parlez pas de Dieu, c'est inutile, vous mentez. Pour parler de lui sans mensonge, il faut d'abord être un homme. Et vous n'êtes plus des hommes, mais des machines effroyables d'intelligence au service du meurtre. Il y a un événement qui sonne comme un coup de tonnerre, c'est le 8 mai 1945, les émeutes qui ont lieu à Sétif, mais aussi ailleurs en Algérie. Parce que c'est un épouvantable massacre de femmes, d'enfants, de vieillards, etc. Mais il se trouve qu'à Guelma, donc une ville de l'Est algérien,
plusieurs personnes qu'il connaissait, des proches, presque des gens de sa famille, à savoir les 2 frères et la sœur de Marcel Réguy, sont pris dans la répression et fusillés d'une façon ignoble dans un commissariat de police ou une gendarmerie. Et cet événement vient ruiner toute espérance, s'il en avait vraiment conservé, d'une paix et d'une unité des populations d'Algérie, je veux dire populations indigènes et populations françaises. Et est-ce qu'il croyait fondamentalement que De Gaulle allait être la personne qui allait permettre à l'Algérie d'être indépendante ? Je crois qu'il l'a cru dès le départ, d'autant plus que De Gaulle l'avait chargé officieusement d'être un ambassadeur entre lui-même et le gouvernement français et le gouvernement provisoire algérien. Donc il était chargé de mission, il faisait, je me souviens bien, des allers-retours entre Paris, Genève, l'Italie, Tunis, le Maroc, le Caire, pour aller rencontrer les dirigeants du FLN et pour essayer de trouver des solutions pour trouver un accord. Et finalement, indirectement, il aura joué un certain rôle dans l'aboutissement des accords d'Évian. Je pense qu'effectivement, que c'est dans l'engagement qu'il va réellement se retrouver lui-même. C'est là qu'il va réaliser ce pourquoi, finalement, il avait fait tout ce cheminement. C'était se consacrer à dénoncer l'injustice, à dénoncer les inégalités sociales, politiques, économiques, etc. Mais ceci dit, ce n'est pas sans contrepartie. Il va le payer très, 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 très cher. Oui, alors évidemment, il y a déjà beaucoup d'articles qui sont refusés. À commencer par un des premiers qu'il écrit à la fin de la guerre, qui s'intitule « L'Algérie restera-t-elle française ?» Alors ça, évidemment, c'est un titre qui ne passe pas, et même la presse de gauche a peur de publier un article pareil. Ils ont peur de représailles de la part du grand colonna ou même du gouvernement. Donc il a ce problème-là qu'il rencontrera souvent. Au fil du temps, beaucoup de ces articles seront refusés, même par Le Monde. Et finalement, ce sera parfois de tout petits hebdomadaires qui auront le courage de publier ces articles très engagés. Il aura aussi des problèmes avec le pouvoir politique, puisqu'il sera exclu de la radio par Michel Debré. C'est permanent, et finalement, moi, je me souviens bien que dans mon enfance, à peu près chaque semaine, il y avait un vieil ami ou quelqu'un qui refusait de nous parler parce que l'engagement politique devenait trop fort et était beaucoup trop en conflit avec ce que les Français de France, peut-on dire, et encore plus, a fortiori les Français d'Algérie, pouvaient admettre de la part d'un Français, entre guillemets. Mais au sein même de votre famille, l'engagement politique de Jean Amrouche a créé des tensions, même pire que des tensions, des conflits. Oui, il faut dire que, pour ne rien simplifier, il avait donc épousé à Tunis une de ses collègues, professeure de lettres classiques, Suzanne Molbert, qui était, elle, fille d'une vieille famille algéroise, famille qui était arrivée en Algérie à la fin des années 1840. Et donc, cette famille pied noir, française d'Algérie, même si elle était libérale, l'idée d'indépendance de l'Algérie, l'idée de livrer l'Algérie aux musulmans, leur était tout à fait insupportable. Donc, les prises de position de Jean Amrouche dans la presse vont faire que très vite, cette famille, ma famille maternelle donc, refuse d'être en contact avec nous et qu'on ne les verra plus à partir de 1956 jusqu'à 1962, date de la mort de mon père. Donc il y avait déjà au sein de la famille ces grandes ruptures. Je crois qu'à partir de la situation algérienne et tunisienne, parce que même à propos de la Tunisie, il a écrit des textes, c'est comprendre la domination d'une part et la colonisation
qui n'est pas simplement le fait de la France. Et ça, je trouve ça très fort. Et il va distinguer justement ce qu'il va appeler la France d'Afrique, c'est-à-dire la France colonisatrice, raciste et tout cela, de la France d'Europe, c'est-à-dire tout ce que la culture française, les lois de la République, enfin tout ce qui représente les valeurs françaises, celles-là, il les revendique et il les fait siennes. Et c'est au nom de ces valeurs qu'il va rejeter l'autre France qui n'est pas la France. Est-ce que ça correspond à la dichotomie entre la France réelle et la France idéale, rêvée, comme dans l'article qu'il a écrit dans Le Monde? La France comme mythe et comme réalité, bien sûr. Il va distinguer la France réelle de la France mythique. Et bien entendu, et tous les colonisés de cette époque, toute l'élite de cette époque, s'est nourrie des valeurs de cette France mythique. Et donc voilà, et en quelque sorte, Amrouche, comme toute cette génération, s'est senti en quelque sorte trahi par ce qu'il appelle la France d'Europe ou la France mythique, ou voilà. Et je me suis aperçue au moment de la Salvagram, de la réunion organisée par le Comité des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie. Il y avait à la tribune Robert Barra, Aimé Césaire, Alioune Diop, Mandous qui arrivait tout excité d'Alger, Jean-Paul Sartre et Jean Amrouche. Et Jean Amrouche, je ne sais pas si j'ai remarqué son nom tout de suite, je le connaissais parce que j'avais entendu les entretiens Gide, Claudel notamment, et tout d'un coup, j'ai fait le rapport avec ce Jean Amrouche que j'avais entendu en 51, une très belle voix, musicale, je dirais en premier. C'était le même homme, je ne m'en doutais pas du tout. Il a parlé, et là il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est produit, quand il a dit « Je suis kabyle et chrétien ». Il y a eu des huées dans la salle. Moi, je n'ai pas compris du tout d'où venaient ces huées. La salle était comble, il y avait eu des applaudissements, il y a eu des huées. Sa voix s'est arrêtée. Je n'ai pas vu, j'étais trop loin placée pour voir s'il avait les yeux embués de larmes, mais sa voix était brisée, il s'est arrêté et il a repris avec le rauque de l'angoisse, il a poursuivi son discours. Alors à ce moment-là, j'ai compris que l'intellectuel que je connaissais, par une quinzaine de références dans le journal de Gide, je ne m'étais pas soucié de savoir qui il était, c'était le même homme. Le même homme, en effet, est à la fois un poète, un militant et un ami fidèle. Pendant la guerre, il noue une amitié très importante avec André Gide, qu'il admire par-dessus tout depuis l'adolescence et avec qui il travaillera à faire vivre la critique littéraire. Pierre Amrouche. Alors, il écrit très tôt à André Gide. Je crois que les premières lettres qu'il lui envoie, c'est dans les années 27-28. C'est son grand écrivain. C'est celui qui lui répond le plus, parce qu'il écrit aussi à Claudel, il écrit à des tas d'autres grands écrivains français, mais celui avec lequel il a très vite une correspondance, celui qui est sans doute séduit aussi par sa personnalité, c'est André Gide. Et ils correspondent pendant des années, et finalement, lorsque Gide sent qu'il doit quitter la France occupée, parce qu'on commence à lui faire des problèmes politiques ou pour son homosexualité, mon père et ma mère lui proposent donc de venir les rejoindre à Tunis, où ils peuvent le loger ou du moins lui trouver un point de chute. Et donc à ce moment-là, ils ont un compagnonnage assez proche, et lorsque André Gide quitte Tunis pour aller à Alger, et retrouver tout le milieu gaulliste, il appelle Jean Amrouche à Alger et il lui présentera le général de Gaulle. Donc Jean Amrouche, il a en la personne de Gide une sorte de père spirituel ? Il a certainement un père spirituel, et en même temps, pour André Gide, il sera aussi l'ami très proche des dernières années de la vie d'André Gide, et une sorte d'aiguillon qui va le pousser à encore écrire
à encore faire des choses à un âge où Gide est souvent fatigué, souvent malade, et n'a plus tellement envie de paraître. Et c'est donc avec André Gide qu'il va fonder à Alger la revue L'Arche avec Jacques Lassaigne. L'Arche qui vivra quelques années difficilement, et L'Arche qui au départ était une revue qui voulait concurrencer la NRF collaborationniste puisqu'elle était dirigée par Drieux-La Rochelle. Ici Paris, radiodiffusion française. À quoi correspond chez Jean Amrouche la volonté, par exemple, de devenir intervieweur, homme de radio, d'aller interviewer les grands noms de son époque qu'il admirait? Il ne faut pas oublier que Jean Amrouche a commencé à faire de la radio déjà en Tunisie. En 1937, c'était expliquer, c'était son ambition, comment expliquer la France aux Nord-Africains. Donc éviter à tout prix l'affrontement entre les deux communautés. Ça d'une part. Ensuite, il va vraiment devenir chroniqueur. C'est à partir du moment où Alger est devenue la capitale de la France libre. À ce moment-là, il est chroniqueur. Il va rendre compte de ce qui se passait sur le front. Donc à ce moment-là, il va défendre pieds et poings liés la France dominée par l'Allemagne. Vous comprenez? Et donc pour lui, c'est une suite logique. Il va défendre la France contre l'Allemagne, il va défendre après l'Algérie contre la France, si vous voulez. Donc c'est une suite. Et c'est à ce moment-là, la radio, il était très à l'aise et c'était une voix extraordinaire. D'ailleurs, on a encore des magnifiques archives. Voilà. Et quand il va expliquer justement la France aux Français, comme il le disait bien, c'est-à-dire faire en sorte que la littérature soit à portée de main, que la population française qui sort de la guerre, qui ne peut pas avoir un livre, c'est ce qu'il dit, il ne peut pas acheter un livre parce que c'est très cher. Donc lui, s'était donné pour objectif d'effacer ce fossé qui existe entre le savant qui est là et la population. Donc comment essayer de les rapprocher, si ce n'est par le biais de la radio? Vraiment, il était habité par ce souci des pauvres Français complètement écrasés par la guerre, et comment leur restituer une partie de leur patrimoine. Et comment le faire de façon massive, si ce n'est par la radio. Et c'est là qu'il dit, je crois que je suis comme les rhéteurs africains, et je trouve ça d'une beauté extraordinaire. C'est-à-dire que c'est là, si vous voulez, que le legs originel revient à la surface. Ces impromptus, ces entretiens littéraires sont nés du hasard, d'un désir tout amical et d'une gageure qu'il fallait tenir. Non pas moi, mais Gide. C'était dans l'hiver de 1948. Gide était fatigué et, comme je jouais avec lui aux échecs à peu près tous les soirs, l'idée m'est venue de remplacer l'échiquier par un micro et de remplacer le déplacement des pions par un échange de paroles. Il y avait pour lui là l'occasion de faire quelque chose de neuf et d'user pour la première fois dans un certain sens et d'une certaine manière d'un certain instrument de communication. Oui, alors ces grands entretiens radiophoniques, alors Gide n'y était pas favorable parce que Gide avait beaucoup de mal à parler, il était timide, le micro le dérangeait, il bafouillait beaucoup. Et de tous les grands entretiens radiophoniques, ceux avec Gide sont certainement les moins plaisants à écouter puisque il n'était pas un bon interlocuteur. Mais c'est en tout cas une découverte, cette méthode d'interviewer les gens. Et Jean Amrouche avait une connaissance extrême des textes des gens qu'il allait interroger. Et lors des entretiens, on sourit parfois quand il dit à un auteur « Ah, mais vous avez écrit ça ?» Il dit « Non, pas du tout. » Il dit « Oh, mais si, pardon, 1928, tel endroit. » « Ah, vous avez raison, effectivement. » Donc il connaissait très bien les textes. Il était capable de lire 10 fois le soulier de satin pour pouvoir préparer un entretien parfait. Donc tant avec Gide qu'avec Claudel, Ungaretti ou Mauriac,
ce principe de l'entretien radiophonique. Il le maîtrise parfaitement. On dit que c'était le maître en maïeutique pour accoucher les âmes des écrivains. Les règles de ce jeu sont en apparence très simples. Il s'agit tout simplement de s'asseoir de part et d'autre d'un micro, de bavarder quelques instants sur des sujets qui généralement sont fort éloignés du sujet qui fera la matière de l'entretien, sujet que d'ailleurs on ne connaît pas, puisque nous devons être toujours dans l'improvisation avec les limites que ce genre peut comporter, non pas sur le plan de la forme, mais sur le plan de la matière qui sera agitée par la suite. Et puis partir à l'aventure. Écoutez, les entretiens littéraires radiophoniques sont intéressants justement par cette démarche entamée dans la poésie, consolidée dans l'essai L'éternel Jugurtha et testée à travers ces grandes pointures de la littérature française. Dans ces entretiens, on voit très bien comment Jean Amrouche cherche à se construire à travers les autres, c'est-à-dire en récoltant, en collectant les miettes du discours des grands écrivains français, en les capitalisant et en les utilisant à son propre bénéfice. Et c'est comme ça qu'il devient performant dans l'érudition, dans l'éclat de la voix, la présence de la voix, mais également dans la conduite de l'entretien. Il fertilise l'entretien à son propre profit. Donc ce qui va le servir, c'est sa vision personnelle de l'échiquier. Comment a-t-il vu l'échiquier comme une possibilité de sortie de soi? C'est ça, Jean Amrouche. 1951. Le programme national vous prie d'écouter les mémoires improvisées de Paul Claudel, recueillis par Jean Amrouche. Mesdames, Messieurs, me voici bien intimidé, car si c'est un honneur insigne, ce n'est pas une petite épreuve que de se trouver face à face avec le plus grand poète vivant et l'un des plus grands de notre histoire. Durant plus de 25 ans, Paul Claudel, qui est ici, en face de moi, ne fut qu'un nom de 3 syllabes et un personnage mythique, inaccessible, que l'imagination s'épuisait à poursuivre à travers le temps, les continents et les océans. Et tout à coup, il est là, et il faut lui poser des questions. Non pas mes questions, mais celles que chacun de vous aimerait lui poser. Et il faudra l'inciter, l'exciter, le provoquer, user avec lui de tout moyen propre à forcer ses souvenirs. Il faudra se montrer insinuant, subtil, parfois même brutal ou indiscret, pour le contraindre à répondre sur le champ, sans avoir presque pris le temps de réfléchir. Comme vous voyez, il s'agit d'un jeu, certes, d'un jeu passionnant et difficile, auquel nous voudrions vous associer. D'autant plus difficile que la règle en est simple. Rien ici n'est préparé ou à peine. Les joueurs ne sont pas de mèche, et Paul Claudel improvisera entièrement sa partie. Quant à moi, ce petit discours terminé, je pourrais certes me reporter à un canevas sommaire, mais je sais bien que nous ne le suivrons pas. Et maintenant, c'est vers vous, Paul Claudel, que je me tourne. L'écrivain n'est que l'intermédiaire entre l'œuvre et le public. Le public est une chose vague, n'est-ce pas? Qu'appelle-t-on le public? Est-ce le public immédiat? Est-ce celui qui aura dans l'avenir? Est-ce les anges, comme dit saint Paul? Enfin, tout ce qu'on voudra, c'est quelque chose de très vague. C'est simplement l'extérieur, c'est un appel à l'écho, si vous voulez. Est-ce qu'il faut donc comprendre que les entretiens radiophoniques sont un prolongement de l'activité littéraire de Jean Amrouche? Est-ce qu'il s'agit d'une création littéraire à 2 voix, d'une performance, comme vous l'avez dit? Alors, je crois que c'est surtout une façon de retrouver l'oralité, de retrouver cette aisance qu'il a dans la pratique orale, pratique culturelle qui lui vient de sa famille, mais également de ses ancêtres. Donc l'entretien, c'est aussi une manière d'imposer sa propre culture. Donc il y a dans la conduite de l'entretien
quelque chose qui relève d'une volonté de rendre visible en quelque sorte la culture orale qui a été non seulement dénigrée mais également dévalorisée. N'est-ce pas ? La civilisation de l'écrit a essayé de détruire l'oralité. C'est valable d'ailleurs pour tout le continent africain. Quel est le critère de choix de ces écrivains ? Comment Jean Amrouche procédait-il ? Comment faisait-il ses entretiens ? Alors, je crois que le choix venait d'abord de la disponibilité de ces écrivains, de leur écoute, de la qualité de leur écoute, peut-être également de leur ouverture. C'était pas n'importe quel écrivain français, il fallait l'ouverture d'un Claudel, de quelqu'un comme Ungaretti qui avait à peu près le même rapport à la terre natale, à l'exil. Donc, Saint-Exupéry également, il y avait Henri Bosco. Donc, il fallait quand même au commencement des affinités, une possibilité de dialogue. Donc il fallait que ces écrivains-là soient disponibles au dialogue. Voilà. Et ce dialogue est important pour Jean Amrouche parce qu'il a conçu tous ces fragments d'œuvres comme des lieux et des manières de dialoguer. Même la poésie, ce soi-disant dialogue avec Dieu, c'était en fait avec la parole dominante. Dieu, c'est la parole dominante, c'est la parole qui fait avec l'autorité en quelque sorte. La radiodiffusion télévision française présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée l'exclusion de Jean Amrouche de la radio ? Il a été renvoyé en 1959, voilà, sur interpellation à l'Assemblée nationale du député Legendre, sur ordre de Michel Debré. Il a été renvoyé de la radio, alors qu'il avait déjà créé son émission hebdomadaire Des idées et des hommes. Il y a 200, 300, enfin j'ai collecté énormément d'émissions. Il avait fait les grands entretiens, il avait quand même un nom à la radio française. Il en a été renvoyé, et ce qui l'a fait le plus souffrir, il avait donc, c'était un gagne-pain cette radio, titre directeur général adjoint, c'est un grade quoi, rédacteur adjoint, mais c'est son émission Des idées et des hommes, et il dit ils n'oseront pas, et il revient de voyage, ils ont osé, on lui supprime cette émission. Jean Amrouche, mon frère, le chef de tribu. C'est à 12h15, le lundi 16 avril, lendemain des rameaux, qu'il nous quitta. À 12h15, heure à laquelle il aimait à rassembler les siens, à préparer de ses mains princières un couscous vermeil pour ses amis et ses proches, heure à laquelle il se mettait à l'écoute du monde avec une douloureuse attention. Il est mort en montant. D'autres que moi parleront de son rôle de médiateur dans cette lutte ardente devenue son champ de combat. Il s'y est épuré. Je le voyais de jour en jour se dépasser et se magnifier. Il s'y est pleinement accompli, malgré son regret de n'avoir pu écrire ces poèmes et récits qu'il eût aimé laisser à ses enfants. Il se savait la victime élue. Les accords d'Évian doivent être signés en mars 62. Et De Gaulle lui envoie une lettre d'ailleurs à ce moment-là en lui disant voilà, je sais que vous êtes très très malade, mais au moins la signature des accords d'Évian devrait vous apporter un peu de réconfort et un peu d'espoir. Il décède en avril 62. L'ultime moment était venu. Mu par une force obscure, j'ai posé ma tête près de la sienne sur l'oreiller et je lui ai dit en kabyle,
consciente de représenter les absents, la terre natale, les tombes ancestrales qui ne l'abriteraient pas, je lui ai dit « El Mouhouv, bien-aimé, avance sans crainte. Tu es dans ta maison et ta maison est pleine. Ta femme est là, ta fille aînée est là, ta cadette est là, ton petit garçon est là, ton frère René marche vers toi et moi, Taos, moi, ta sœur, je suis là, et notre mère aussi est là avec toi. Ne crains rien, avance. Tout ton pays est avec toi. Tout ton pays est derrière toi. Marguerite Taos Amrouche. Il a touché un peu à tous les genres. Il y a eu le moment privilégié pour la poésie, le moment privilégié pour l'essai en termes d'autoportrait, et puis est arrivé le moment des discours politiques. Et là, je crois qu'il a montré que c'était un grand lutteur politique. Ensuite est arrivé le moment peut-être des écrits, des réflexions. Il a eu des réflexions formidables sur le bilinguisme, sur le transfert d'une culture à une autre. Et tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit est utilisé aujourd'hui par les jeunes penseurs, les jeunes romanciers, les jeunes entre guillemets évidemment, les jeunes enseignants maghrébins. C'est-à-dire que toutes les questions, toutes les problématiques qui sont traitées aujourd'hui en termes d'épistémologie par la critique spécialisée étaient déjà dans Jean Amrouche. Donc il a suivi finalement le fil de l'histoire. Et il a adopté les modes d'expression en fonction de l'urgence. Donc il s'est adapté. Et en cela, il est moderne et contemporain. Voilà, d'où l'intérêt de l'écoute. C'était Jean Amrouche, cet inconnu. Le Hiva, c'est de là que vient son nom El Mouhouv, c'est-à-dire le prestigieux. Avec Pierre Amrouche, Tassadit Yassine, maître de conférence à l'EHESS, éditrice du journal de Jean Amrouche, Réjeanne Lebeau, auteur de Jean El Mouhoub Amrouche, algérien universel, et Beida Chiri, professeur de littérature française et francophone à l'université Paris IV, auteur de Littérature algérienne, désir d'histoire et esthétique. Lecture Laurence Bourdil. Les voix de Jean Amrouche, Fatma Haït Mansour, Paul Claudel et Taos Amrouche. Mixage Jean-Michel Bernot. Attaché d'émission Laurence Genepin. Vous écoutez France Culture. Cette émission est disponible en réécoute et podcast sur notre site. Elle a été diffusée une première fois le 29 octobre 2011 et remise en diffusion par Ghislaine David. La semaine prochaine à 19h, Une vie, une œuvre sera consacrée à la chanteuse égyptienne Kalsoum.